l'ensemble des filières qui existent dans nos universités. D'abord, ensuite, d'assister au panel pour bénéficier davantage d'explications ou bien même d'éclaircissements sur ce qu'ils pourront faire demain. C'est pourquoi d'ailleurs il est primordial d'assister au panel, mais aussi de faire des visites de stand par la suite. En tout cas, nous vous remercions d'avoir répondu présent. Le MESRI est très honoré de vous avoir à ses côtés. Merci à vous tous. Mesdames, Messieurs les panélistes, nous vous demandons à rejoindre le Présidium. Alors, nous aurons droit à un panel d'1 heure au maximum, professeur, avec une thématique très importante. L'utilisation pacifique des sciences et techniques nucléaires au Sénégal. 2 points, les métiers de demain, ou bien les métiers d'avenir. Il sera question de débattre sur le nucléaire, sur son importance. Et vous aurez la possibilité de recevoir des leçons inaugurales, des discussions très importantes. Vous aurez aussi droit à prendre la parole, parce que les panels sont organisés pour vous, de poser des questions, de faire des contributions. Mesdames, Messieurs les membres de l'ITNA qui doivent nous délivrer un panel de haut niveau, nous vous demandons de rejoindre le Présidium. Sous vos applaudissements. Monsieur le modérateur, vous allez présenter vos collègues avant de procéder au démarrage de discussion. C'est au complet? Je pense que c'est le professeur Thiandoum qui va modérer. Vous avez la possibilité de présenter vos collègues avant qu'ils ne prennent la parole. Il me semble que chacun aura droit à 3 minutes, voire 5 au maximum. Et après, vous aurez la possibilité d'interagir suite aux questions ou contributions venant du public. Nous vous donnons la parole et vous souhaitons un bon panel. Merci. Allô? Ça marche. Merci, Monsieur le MC, Monsieur Ndiaye. Je voudrais d'abord remercier le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation d'avoir organisé ce salon d'information qui va permettre d'orienter les élèves et donner plus d'informations donc à l'endroit de ces élèves. Je suis très honorée aujourd'hui de modérer ce panel sur le nucléaire. On ne peut pas parler de nucléaire ici au Sénégal sans parler de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Cette agence qui a permis au Sénégal donc d'entrer dans ce domaine du nucléaire. Agence qui a été créée en 1957 par la psychose, donc qu'on a assimilé le nucléaire à la seule bombe atomique. Cette agence donc accompagne et facilite l'utilisation des sciences et techniques nucléaires dans le monde entier, les pays en développement, mais les pays en voie de développement. Utiliser cette énergie de façon pratique, mais aussi de façon pacifique, dans la formation et dans la recherche. Le programme de coopération donc, de cette agence est coordonné par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, qui est le point focal de l'agence ici au Sénégal, qui coordonne au niveau national, à travers ma modeste personne, les projets qui sont financés par cette agence. Ces projets sont mis en œuvre par plusieurs structures. Les ministères,
ministère de la Santé dans le domaine du cancer, ministère de l'Environnement dans le domaine de la pollution au sol, dans le milieu marin, ministère de l'Agriculture et de l'Élevage pour l'amélioration de la production agricole et de la production animale, le ministère de l'Hydraulique, donc pour la gestion des ressources en eau, mais également le ministère de l'Énergie pour la mise en place d'un réacteur de recherche qui sous-tend en fait aller vers la production d'électricité. Donc ceci nous a permis vraiment, cet appui nous a permis donc de former plusieurs personnes au niveau national qui sont devenues actuellement des experts que l'AIA utilise vraiment pour accompagner les autres pays, mais également un renforcement des équipements dans les laboratoires. Mais ça ne suffit pas. Le Sénégal s'est engagé dans la vision Sénégal 2050 à faire du nucléaire ce qu'est le spatial aujourd'hui, c'est-à-dire essayer vraiment d'augmenter les ressources humaines, donc dans tous les domaines que je viens de citer. Donc aujourd'hui, nous allons faire focus à l'Institut nucléaire à l'Institut de technologie nucléaire appliquée, l'ITNA, qui va nous faire donc ce panel. Donc pour ce panel, donc j'ai à ma droite, donc j'ai le docteur Alassane Traoré, donc il va nous parler d'environnement et d'industrie. Ensuite, nous avons le docteur Adi Yaram qui va nous parler dans le domaine de la santé et les applications. Après, nous avons Jikmoun. Jiknak. Attends, je vais lire pour ne pas me tromper. Donc ensuite, nous avons docteur Jiknak. À ma droite, nous avons le docteur Lahat qui va nous parler du nucléaire dans la sécurité alimentaire. Docteur Papa Makumba Faye qui va nous parler du nucléaire et de la nutrition. Ensuite, docteur Fatouka Gueye, donc il va nous parler des formations. Donc, puisque vous êtes là pour voir quels sont les métiers dans le nucléaire, nous allons donc commencer par la formation. Et pour cela, nous allons donner la parole à Dr Fatouka Gueye. Professeur, vous avez la parole. Modératrice, bonjour tout le monde, bonjour chers élèves. Donc moi c'est Mme Ndiaye Fatouka Gueye, directrice des études de l'Institut de technologie nucléaire appliquée, ITNA. Donc l'ITNA, c'est un institut de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar qui a pour mission principalement de former donc, dans le domaine des technologies nucléaires, mais aussi de développer la recherche aussi dans ce domaine, ainsi que la maintenance et l'entretien donc, des instruments dans le nucléaire. Donc ce sont ça ses missions principalement. Donc pour revenir en termes simples sur les technologies nucléaires, donc je suis sûre que dans la salle j'ai des scientifiques, donc le terminal S. Donc en fait les technologies nucléaires ça englobe l'ensemble des applications qui utilisent donc les noyaux, donc notamment leur énergie et leur rayonnement. Et donc pour revenir un peu sur le noyau, donc pour parler de manière très simple, donc en fait tout ce qui nous entoure est constitué donc de molécules. Et donc dans ces molécules, donc, on a des atomes et le noyau se trouve donc à l'intérieur de cet atome. Et maintenant, on a des noyaux qui sont instables et qui vont naturellement donc se transformer pour donner d'autres qui sont beaucoup plus stables. Et lors de cette transformation, on a de l'énergie qui est libérée. Et donc en fait,
les applications dans le domaine du nucléaire, donc c'est cette énergie en fait qui est utilisée. Donc en effet, donc, comme je dis, donc ce sont tous ces rayonnements donc, qui sont exploités de manière donc, différente et qui sont capables donc d'ioniser la matière. Donc on peut avoir donc, des gammes d'énergie très différentes. Donc on peut avoir donc, des énergies faibles qui sont juste arrêtées par peut-être un papier d'aluminium, mais d'autres où il faut par exemple un mur de béton donc, pour stopper ces rayonnements. Donc ce sont des rayonnements donc, qui sont invisibles, mais qui ont la capacité donc d'ioniser la matière. Et donc c'est pourquoi donc, on les utilise donc, pour différentes applications. Donc moi je ne vais pas trop parler sur les applications parce que les différents panélistes qui sont là, comme la modératrice l'a dit tout à l'heure, vont parler donc, sur les applications, mais elles sont très diverses. Donc on aura donc dans le domaine donc, de la médecine, donc ces isotopes par exemple qui sont utilisés pour le diagnostic et le traitement par exemple du cancer. Donc dans le milieu industriel, ces rayonnements sont également utilisés donc, pour faire donc, des contrôles non destructifs donc, qui permettent donc, de faire le suivi des processus industriels donc, sans détruire les produits. Donc dans la prospection minière aussi, donc ces rayonnements sont également utilisés, par exemple pour découvrir par exemple le pétrole qu'on a aujourd'hui. Donc ce sont ces rayonnements aussi font partie donc dans la partie de prospection. Et pareil, il faut également donc penser aux déchets nucléaires aussi. Donc c'est pourquoi donc dans nos formations aussi on va en parler tout à l'heure. Donc idem dans le domaine de l'agriculture, Mme Thiandoum l'a dit tout à l'heure. Donc on a des projets, comme par exemple des projets de l'irradiateur et autres qui permettent de conserver et aussi, mais aussi de stériliser donc des aliments. Donc par contre, comme je l'ai dit, ces rayonnements sont capables d'ioniser la matière, donc qui permettent d'avoir des applications très intéressantes dans le domaine de la médecine, l'industrie ou autres, mais aussi il faut se protéger aussi donc contre ces rayonnements, parce que aussi ces rayonnements sont nocifs pour la santé. Et donc c'est pourquoi nous, au niveau de l'ITNA, dans nos formations aussi, nous insistons beaucoup sur la radioprotection, qui est l'ensemble donc des techniques qui vont permettre donc de se protéger contre ces rayonnements, aussi bien pour les travailleurs, mais aussi pour le public qui est tout autour donc de ces endroits-là. Donc dans le domaine de la formation, donc, vous aurez l'occasion tout à l'heure donc de recevoir nos flyers, mais aussi vous pouvez passer donc à notre stand. Donc on a plusieurs formations. Donc d'abord au niveau de la formation professionnelle, et donc l'avantage des formations professionnelles, c'est que après cette formation, vous pouvez aller directement donc dans le marché du travail. Donc nous avons donc des licences professionnelles en radioprotection. Donc comme je vous disais tout à l'heure, au Sénégal, donc avec l'agence de radioprotection qui est censée donc réguler tout ce qui est source de rayonnement au Sénégal. Au niveau de, par exemple, l'année 2024, il y a eu plus de 240 sources donc, qui ont circulé donc, à l'intérieur du pays. Donc ça veut dire qu'au Sénégal, le nucléaire est là. Mais par contre, la formation, il n'y a que l'Institut de technologie nucléaire qui est censé le faire, mais la plupart du temps, ce qui existait déjà, donc ils partaient à l'étranger. Donc c'est pourquoi donc, nous avons mis en place beaucoup de formations. Et donc, comme je disais, pour les licences professionnelles, après vous pouvez aller directement donc, dans le marché du travail. Donc nous avons par exemple la licence professionnelle donc, en radioprotection, mais aussi donc, la licence professionnelle donc, en contrôle non destructif, donc, où on va utiliser par exemple les rayonnements pour faire donc, la radiographie dans le milieu industriel. Donc cette licence, donc, les diplômés peuvent être donc, des techniciens donc, supérieurs dans les hôpitaux, dans les industries minières, comme dans les structures donc, aussi sanitaires, de même que par exemple l'agence de régulation. Donc toujours dans le même cadre des formations professionnelles, donc nous avons aussi le master professionnel en radioprotection, mais on a aussi un master en physique médicale. Donc je vous ai parlé tout à l'heure des applications dans le domaine médical. C'est en médecine, mais ce sont les physiciens donc, qui vont intervenir pour calculer les doses qu'il faut administrer, donc, par exemple, pour détruire ces cellules cancéreuses. Donc nous aurons tout à l'heure Adi Yaram qui va nous parler un peu de ça et de son cursus. Donc on a actuellement donc, un master interuniversitaire aussi de physique médicale. Donc il y aura aussi donc, un master en sécurité et sûreté nucléaire. Donc comme je l'ai dit, c'est très intéressant pour les applications, mais aussi il faut savoir se protéger. Donc c'est pourquoi la sécurité aussi est très très importante donc, dans le domaine
du nucléaire. Donc, à côté donc de ces formations professionnelles, nous avons aussi des formations donc, dans le but de développer la recherche appliquée, évidemment, et l'innovation aussi. Donc, nous avons donc, depuis plusieurs années un master de physique atomique et nucléaire. Et comme je vous dis, donc, nous avons plusieurs sources au Sénégal et les personnes compétentes en radioprotection dans ces structures-là viennent pour la plupart donc, de l'Institut de technologie nucléaire. Donc, après ce master, ils ont eu à se spécialiser, donc, par exemple, au niveau de la radioprotection. Donc, nous avons ce master et après ce master, les étudiants peuvent aussi continuer donc, sur un doctorat donc, pour la recherche donc, dans le domaine nucléaire, soit au Sénégal ou bien aussi donc, à l'étranger, donc dans plusieurs pays, que ce soit Russie, Chine, en France, aux États-Unis. Donc, nos étudiants peuvent aller là-bas aussi. Donc, toujours donc, dans les formations, nous avons aussi donc, des certifications qui sont destinées donc, aux professionnels, qui sont dans les industries, qui sont donc autour donc, de ces rayonnements. Donc, nous faisons des certifications aussi donc, pour ces professionnels-là, donc pour les spécialiser soit en radioprotection ou bien avoir aussi des techniciens manipulateurs d'appareils de radiologie. Donc, pareil, en sécurité nucléaire aussi, nous les formons. Et dans les métiers du pétrole, comme je vous ai dit, le nucléaire intervient dans la prospection, mais aussi donc, dans la gestion donc, des déchets nucléaires. Donc, nous avons aussi ces certifications. Et donc, comme je dis, donc, avec donc, nos formations, donc, il y a déjà donc, plusieurs dizaines donc, de diplômés qui sont à l'extérieur. Donc, nos étudiants sont soit donc, dans les centres de recherche, les hôpitaux, les industries, donc les agences de réglementation donc, comme l'ARSN, et évidemment donc, dans la fonction publique. Et donc, nous avons donc pour soit des techniciens supérieurs de niveau licence, donc, qui ont fait la licence professionnelle, donc des experts aussi de niveau master, donc peut-être pour les élèves. Donc la licence professionnelle, c'est après un bac scientifique et 3 ans. Et pour le master, donc c'est un bac scientifique, donc plus 5 ans d'études dans la spécialisation. Et donc, pour ceux qui continuent donc jusqu'au doctorat, donc c'est pour avoir un bac plus 8 et ils interviennent par la suite, soit comme chercheurs dans les structures ou bien aussi comme enseignants-chercheurs donc dans les universités. Donc voilà encore, Madame la modératrice, donc ce que je pouvais dire pour les formations. Donc nos flyers sont disponibles et vous pouvez aussi passer au stand de l'ITNA donc pour avoir plus d'informations. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr Fatou Kagey, une collègue du département de physique. Merci pour votre présentation. Elle nous a parlé vraiment de la mission de l'ITNA. Ensuite, l'exploitation des rayonnements qui émettent en fait différentes énergies, qui fait aboutir à des applications dans plusieurs domaines. Avant donc de nous parler des formations, des licences professionnelles, mais également des masters et des formations à la recherche et à l'innovation, mais aussi des certifications donc, dans l'endroit donc des responsables, c'est-à-dire des professionnels qui sont déjà dans les entreprises. Merci beaucoup, Fatou. Donc, je vais donner la parole à Dr Lahat pour nous parler sur le nucléaire dans la sécurité alimentaire. Vous avez la parole. Merci, Madame la modératrice. Bonjour, cher public, chers participants. Je me permets de vous parler aujourd'hui de l'application nucléaire pour la sécurité alimentaire. Donc, c'est quoi la sécurité alimentaire? On parle de sécurité alimentaire quand il y a l'accès à une nourriture suffisante, saine et nutritive permettant de satisfaire les besoins énergétiques d'un individu. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut pour une sécurité alimentaire? La sécurité alimentaire repose sur 4 dimensions principales. La première dimension, on parle de disponibilité physique des aliments ou bien des produits alimentaires. La deuxième, c'est l'accès économique et physique, c'est-à-dire le pouvoir d'achat des populations, l'accès aux produits alimentaires, c'est-à-dire la disponibilité des produits alimentaires. Et troisième dimension, c'est l'utilisation des aliments. Comment les produits alimentaires sont utilisés, c'est-à-dire la préparation, c'est-à-dire la chaîne de valeur de la production au champ ou bien des industries jusqu'à l'utilisation dans les
dans les ménages, c'est-à-dire la sécurité des produits, le respect de la chaîne de froid, des normes de transformation, mais également les différentes techniques industrielles qui sont utilisées pour la stérilisation ou bien la pasteurisation des produits alimentaires. Et la dernière dimension, ou bien quatrième dimension, nous avons la stabilité des trois dernières dimensions dans le temps, c'est-à-dire le maintien de ces trois dimensions-là pour pouvoir suivre ces quatre dimensions dans le respect des normes ou bien le temps avec la disponibilité des produits alimentaires. Maintenant, au Sénégal, ici, on rencontre généralement un problème de sécurité alimentaire. Nous avons la CNSA, il y a les laboratoires d'expertise, l'ANAC, laboratoire d'analyse d'essais, etc. C'est le laboratoire sur ça, sur le contrôle des produits alimentaires. Donc, comme vous le savez comme moi, le Sénégal est un grand importateur de produits alimentaires. Vous avez suivi récemment le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire à l'Assemblée nationale. Il disait que le Sénégal importe plus d'1 milliard de tonnes de denrées alimentaires. Principalement, les produits qui sont importés, on importe plus de 100 millions d'euros de lait. Ensuite, on importe du riz, beaucoup. Si on prend le riz, nous avons 100 000 tonnes de riz qu'on importe chaque année. Pour le blé, nous avons 850 000 tonnes de blé et 450 000 tonnes de maïs qui est importé. Donc, il nous faut un contrôle. Donc, ces produits-là doivent être contrôlés afin de garantir les consommateurs une sécurité, n'est-ce pas? Donc, il est important de faire ces contrôles. Mais il y a un contrôle qui existe. J'ai cité tout à l'heure, il y a plusieurs laboratoires de contrôle qui existent dans le pays. Mais c'est insuffisant. Pourquoi? Parce qu'il y a pas, les plateaux techniques sont limités ici et les méthodes utilisées sont un peu classiques. Donc, il faut faire appel aux techniques nucléaires afin de faire des analyses physiques qui sont plus complètes. Pourquoi les analyses physiques en utilisant les techniques nucléaires? Parce que c'est des méthodes non destructives. Donc, vous pouvez faire des analyses complètes des produits alimentaires sans détruire quoi que ce soit. Et ça donne l'opportunité d'avoir des analyses qui sont des techniques utilisées, des techniques qui sont plus avancées dans d'autres pays. Et d'autres produits et d'autres qui font ces contrôles-là. Donc, le Sénégal ne doit pas être en reste. Donc, on doit travailler là-dessus. Donc, il y a maintenant les méthodes innovantes dont je disais tout à l'heure, utiliser les techniques nucléaires, fin de physique alimentaire. Donc, c'est pourquoi on doit le faire pour déterminer la radioactivité moléculaire. Merci, docteur. Donc, on doit faire ça pour faire de la détermination des radionucléotides dans les aliments ou bien faire l'analyse des métaux lourds que vous pouvez retrouver dans les produits alimentaires. Ça existe. Parce que quand vous prenez, même, je ne parle même pas de l'extérieur, mais dans la zone des Niayes, vous voyez, il y a des études scientifiques qui sont disponibles. Des publications scientifiques qui montrent qu'il y a plusieurs produits qui sont contaminés. Il y a l'existence des métaux lourds, que ce soit sur l'oignon et dans d'autres produits alimentaires qui existent au Sénégal. D'où la nécessité de faire des contrôles physiques. C'est là où doit intervenir l'ITNA, parce que l'ITNA dispose d'un plateau technique vraiment qui est capable de faire ces analyses. Moi, en tant qu'ingénieur de conception en génie chimique, j'ai travaillé dans les industries comme responsable de laboratoire. Donc, j'ai rencontré plusieurs problèmes qui sont liés à la sécurité alimentaire. Ce n'est pas n'importe quel produit qu'on doit libérer dans le marché à la disposition des consommateurs sénégalais, que ce soit sénégalais ou même non sénégalais. Donc, il nous faut un contrôle strict et sérieux, au moins, pour pouvoir libérer ces produits aux consommateurs sénégalais. Maintenant, pourquoi surveiller les radionucléotides? Donc, ce sont des atomes instables. Docteur Fatou a déjà parlé de ça. C'est des atomes qui sont instables, qui émettent des rayonnements ionisants, que ce soit les rayons alpha, gamma ou bien bêta. Donc, il y a
différents types de radioactivité, ou bien deux. Il y a la radioactivité naturelle, donc, qui existe naturellement dans la nature, et la radioactivité anthropique, c'est-à-dire qui est due à l'activité humaine. Maintenant, ce qu'il faut penser à ça, il y a ce qu'on appelle les conséquences. Quels sont les risques qui sont liés aux produits alimentaires dont la surveillance n'est pas complète. Donc, il y a un risque sur la santé des consommateurs, mais également il y a un risque qui est lié pour garantir la sécurité sanitaire, bien une sécurité sanitaire durable. Pour la sécurité alimentaire, comme vous le connaissez, je ne vais pas entrer dans les détails. Il y a Dr Adjiaram qui est là, qui va vous parler de ça. Donc, ça peut entraîner des dommages au niveau de l'ADN, ou bien même ça peut entraîner des tumeurs, de cancer que vous connaissez. Et dans ce cas, vous allez faire appel également à la physique nucléaire pour pouvoir faire ces analyses-là. Moi, je suis le responsable du laboratoire XRF au niveau de l'ITNA. Donc, on peut faire ces analyses afin d'accompagner l'État du Sénégal pour veiller sur la sécurité alimentaire des produits importés. Parce que ce soit le blé, le maïs et d'autres produits, ça nous provient du Moyen-Orient. Et quand on parle du Moyen-Orient, on parle de guerre ou bien des essais nucléaires. Donc, il est possible d'avoir une radioactivité dans des milieux de culture, dans des champs, etc. Et nous, on importe les produits, bien vrai qu'il y a beaucoup d'analyses qui se font au Sénégal, avec le ministère, avec les laboratoires d'expertise, mais c'est insuffisant. Donc, il faudra compléter avec les analyses physiques afin de déterminer la contamination dans les produits alimentaires et de veiller aux normes, c'est-à-dire établir des normes. Là, c'est un plaidoyer que je vais porter. Il faut établir des normes par rapport aux radionucléides et par rapport aux métaux lourds. Ça existe, mais il faudra vraiment améliorer afin de garantir une sécurité alimentaire durable. Mais également afin d'être en conformité avec les normes de la FAO, les normes sénégalaises, mais également de respecter les LMR établis par le Codex alimentaire. Bon, je vais m'en limiter là pour l'instant. Madame la modératrice, je vous remets la parole. Merci. Merci beaucoup, Dr Lahat. Merci pour toutes ces informations que vous avez mises à la disposition du public. Après avoir défini la sécurité alimentaire, vous nous avez parlé des laboratoires, mais aussi de la chaîne de valeur, les applications aux techniques nucléaires sous forme d'analyse pour faire des analyses physiques, ce qui est le rôle de l'ITNA, mais également la présence des radionucléides qui sont des atomes instables qu'il faudrait vraiment contrôler parce que c'est nocif à la santé. Mais aussi, vous êtes revenu un peu sur les respects des normes et je pense que ça, c'est très important. Donc, respecter les normes. Donc, ici au Sénégal, comme vous l'avez si bien dit, nous n'avons pas beaucoup de laboratoires qui contrôlent les aliments qui rentrent chez nous. Donc, et ça, c'est très important. Je pense que l'ITNA sera bien placé donc, pour faire ces analyses. Mais je voudrais aussi vous dire que l'AIA nous a financé un projet de 4 ans sur la sécurité alimentaire. Et je pense que ça va nous permettre de vraiment équiper les laboratoires, mais aussi faire des analyses qui sont correctes. Merci beaucoup. Donc, je vais donner la parole à Dr Makumba Faye, qui va nous parler du nucléaire et de la nutrition. Donc, une bonne transition. Merci. Merci Madame la modératrice. Bonjour tout le monde. Moi c'est Dr Pape Makumba Faye, je suis docteur en physique atomique et nucléaire. Je voudrais vous parler un peu sur les techniques nucléaires appliquées à la nutrition. Si on parle de technique nucléaire, moi je vais parler directement des atomes instables. Lui il a parlé des atomes instables. Moi je vais parler un peu de l'application maintenant des atomes instables dans le domaine nutritionnel. Si on parle d'atomes instables, c'est quoi? C'est un atome, ou bien on prend une molécule, ou bien la matière qui est constituée de molécules, la molécule est constituée d'atomes, l'atome est constitué d'un noyau, comme vous le savez. Nous, on va parler de noyau qui est stable. Comment on peut appliquer
ce noyau dans le domaine nutritionnel. Et qu'est-ce que ça sert? En physique atomique, qu'est-ce qu'on peut faire avec le noyau si le noyau est stable? Dans le domaine nutritionnel, c'est très simple. Qu'est-ce qu'on fait? On peut, à partir de nos techniques, vérifier la dépense énergétique d'une personne, c'est-à-dire la dépense quotidienne. La quantité d'énergie que la personne dépense chaque jour en appliquant une technique nucléaire très simple. Comment ça se passe? On prend ce qu'on appelle un isotope stable du deutérium. Le deutérium, comme vous le savez, c'est un isotope qui est stable. On prend l'oxygène 18 qui est un isotope stable. On va l'ajouter dans de l'eau normale. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va marquer, on va tracer. On va vérifier la traçabilité de ces isotopes. Si on le donne à une personne, comment ça se passe? On vérifie que si on donne un isotope stable à une personne, toujours il y a une disparition. Parce que ça passe par l'urine, ça passe par le sueur, par la respiration. Donc, à chaque fois, pendant 14 jours, on va échantillonner, très simple. On prend de l'urine qu'on garde pendant 14 jours. Et après, avec nos analyses, on va vérifier les rapports isotopiques de la disparition. Comme une chaîne, il y a une disparition très directement. À partir de disparition, on peut calculer la dépense énergétique en calculant la disparition du CO2. Et à partir des techniques nucléaires, on peut vérifier si la personne dépense quotidiennement la quantité d'énergie que la personne dépense quotidiennement. En application dans le domaine nutritionnel, on peut vérifier si la personne est saine, si l'enfant est bien nourri, est-ce que la dépense énergétique que l'enfant dépense chaque jour, est-ce que cette dépense est conforme à la nutrition? Est-ce que l'apport de l'alimentation qui est donné à l'enfant est adéquat avec sa dépense énergétique? C'est la première chose qu'on peut faire avec la nutrition. La deuxième chose qui est très simple, c'est de vérifier la biodisparition. Si on parle de biodisparition, c'est quoi? C'est, si on prend le fer, je donne un exemple, très simple. Si on prend le fer, qui est un isotope aussi stable, on peut voir la traçabilité du fer dans l'organisme. Et vérifier le fer qui est consommé, est-ce que tout qui est absorbé est déjà utilisé par l'enfant? Et vérifier s'il y a l'occurrence en fer ou si l'enfant est une quantité de fer suffisante. Donc c'est ça un peu l'objectif. Et il y a beaucoup de techniques, beaucoup de choses, bon, je ne vais pas trop développer, mais avec les techniques nucléaires, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans le domaine nutritionnel. Et ça permet de voir, de comprendre un peu l'évaluation surtout de l'enfant qui naît. Et par rapport aussi, il y a une étude qui montre qu'il est préférable de donner à l'enfant de lait maternel que de donner de lait industriel. Comment? Avec les techniques, on vérifie que le fer ou bien le calcium qui est donné par les maternelles est plus suffisant que le calcium qui est donné par le lait industriel. C'est pourquoi il est intéressant que désormais qu'on applique les techniques nucléaires dans le domaine nutritionnel pour pouvoir aider les enfants, les femmes enceintes surtout, qui permettent de tracer leur développement au fur et à mesure. Donc, je m'attends là, c'est juste pour vous expliquer ces techniques et comment ça se passe. Après, s'il y a des questions, on répondra à ces questions. Merci. Merci beaucoup, Dr Makumba, pour votre présentation sur le nucléaire et la nutrition. Il nous a parlé un peu de la détermination du rapport isotopique qui permettra de déterminer la dépense énergétique. Dépense énergétique qui permet vraiment de suivre la croissance de l'enfant. C'est-à-dire déterminer surtout les carences en micronutriments. Il nous a aussi montré que le lait matériel était meilleur pour les nourrissons. Et je pense que ça, c'est important. Une étude a été faite vraiment au département de biologie animale dans le laboratoire de nutrition qui travaille beaucoup sur ce thématique en utilisant les isotopes stables. Donc c'était le laboratoire du docteur Salimata Wade. Actuellement, c'est le professeur Nicole Boussou qui gère ce laboratoire.
En tout cas, merci pour toutes ces informations. Merci. Je m'envie maintenant donner la parole à Dr Moustapha Djibril Dione, qui va nous parler du nucléaire et de l'agriculture. Merci. Merci, Madame la modératrice. Moi, je suis Dr Djingnak Dione. Je vais vous parler un peu de l'application des techniques nucléaires sur l'agriculture. Tout le monde sait que l'agriculture joue un rôle très important dans le domaine économique de notre pays. Vous savez, tout le monde, si vous entendez nucléaire, tout le monde pense aux bombes atomiques. Alors que tel n'est pas le cas. On peut appliquer les techniques nucléaires dans l'industrie, dans l'agriculture, dans les aliments, etc. Maintenant, aujourd'hui, je vais vous parler de l'application des techniques nucléaires dans l'agriculture. Comment ça se passe, les techniques nucléaires dans l'agriculture? Il y avait des accidents nucléaires qui avaient à Nagasaki, dans les accidents d'Hiroshima. Maintenant, les radionucléides, comme le césium 137, se produit lors de ces accidents. Maintenant, il s'est dispersé partout dans le monde. Ainsi, des études ont montré que le césium 137, par exemple, a une affinité avec les particules riches du sol. De ce fait, on sait que maintenant, on peut utiliser ce radionucléide pour pouvoir évaluer l'érosion des sols. C'est quoi érosion des sols? L'érosion des sols, c'est quoi? C'est lorsque le sol a perdu sa substance riche qui lui permet de donner un bon rendement dans un champ. Maintenant, par exemple, si un cultivateur venait pour nous demander s'il cultive dans un champ, est-ce qu'il aura un bon rendement? Il peut venir halitement. Il peut venir halitement et demander comment je vais faire pour avoir un bon rendement dans mon champ. Maintenant, les experts qui sont halitement vont essayer de faire la méthodologie. Comment ça se passe? On va d'abord choisir un site de référence et un site d'étude. Maintenant, le site de référence doit être près du site d'étude, à peu près 50 à 25 km. Maintenant, on va faire l'échantillonnage dans le site de référence. C'est quoi le site de référence? C'est un site qui n'a été jamais perturbé. Ça veut dire que ce sont les zones protégées qu'on prend comme site de référence. Parce que si vous prenez une zone protégée, si vous cultivez là-bas, c'est fort probable que vous aurez un bon rendement. Maintenant, on va faire l'échantillonnage là-bas. Ensuite, on va prendre le champ, on va faire l'échantillonnage dans le champ. Maintenant, si on fait l'échantillonnage dans le champ, on va prélever les échantillons, on va amener ça au labo. On va faire la préparation physique. Maintenant, après la préparation physique, on va analyser l'échantillon pour savoir l'activité du césium 137. On va faire la même chose dans le champ, qu'on veut savoir si on cultive là-bas, est-ce qu'on aura un bon rendement? Maintenant, si on connaît maintenant les inventaires du césium 137, maintenant on va utiliser ce qu'on appelle des modèles. On va utiliser des modèles. C'est quoi ces modèles-là? Ces modèles, ce sont des modèles qu'on doit respecter des paramètres. Quels sont les paramètres qu'on doit respecter? Par exemple, il y a ce qu'on appelle la pluviométrie, les précipitations, la profondeur de labour, etc. Et ça, ce sont ces paramètres qu'on doit tenir compte. Maintenant, si on a ces paramètres-là, on va les mettre dans un modèle. Maintenant, le modèle va nous donner tous les points qui sont dans le champ. Soit, il va nous montrer soit il y a dépôt ou bien il y a érosion. Si le taux, ce qu'on obtient est négatif, dans ce cas, on aura ce qu'on appelle érosion. Si c'est positif, on a déposition. Maintenant, on va faire quoi? Maintenant, on va faire interpoler pour avoir le taux d'érosion net qui est dans le champ. Ou bien, on saura aussi le taux de dépôt qui est dans le champ. Maintenant, si on fait ça, on va voir maintenant comment on va faire pour savoir que si on cultive là-bas, est-ce qu'il y aura un bon rendement ou pas. Parce que si le taux d'érosion est élevé, là-bas, si on cultive là-bas, on n'aura pas un bon rendement. Si le taux de dépôt aussi est élevé, même chose. Maintenant, quelles sont les solutions qu'on peut mettre
pour voir, on peut mettre peut-être de l'engrais ou bien autre chose, pour pouvoir augmenter la fertilité des sols. Donc, dans l'ensemble, c'était ça pour faire l'évolution, l'application technique dans l'agriculture. Merci. Merci beaucoup, Dr Diom, pour cette présentation qui nous a un peu parlé de l'utilisation de techniques nucléaires pour déterminer l'érosion des sols, mais également la fertilité des sols. Donc, dans le domaine de l'agriculture aussi, l'Agence internationale de l'énergie atomique a financé un gros projet au niveau du Sénégal, mais au niveau régional. Le Sénégal a été choisi donc pour la culture du riz, actuellement qu'on est en train d'expérimenter au niveau de Podor. Et je pense que là aussi, l'IPNA aura son rôle à jouer dans ce projet. Merci beaucoup. Maintenant, je donne la parole à Dr Alsan, qui va nous parler du nucléaire dans l'environnement et dans l'industrie. Docteur, vous avez la parole. Merci, Madame la modératrice. Donc, bonjour, chère audience. Donc, je tenais à féliciter et remercier les organisateurs pour nous avoir conviés à ce panel et avoir choisi un thème aussi important que les applications du nucléaire pour les métiers d'avenir. Je dois dire que l'Institut de technologie nucléaire appliquée, c'est l'institut qui m'a formé. Ça fait de cela, je peux dire, 19 ans maintenant, où j'ai pu acquérir tout ce que je sais maintenant et que tout ce que je suis en train d'appliquer, aussi bien au niveau du pays qu'à l'étranger, c'est des connaissances issues, je dirais, de l'expérience vécue au niveau de cet institut. Je dois dire que pour la compétence relative à l'utilisation des techniques nucléaires au niveau industriel et au niveau de l'environnement, c'est une compétence que l'Institut sait traduire à travers des cas concrets, mais aussi à travers, je dirais, une certaine technique didactique que seul l'Institut détient actuellement. Nous travaillons pour les secteurs de développement et pour le premier secteur qui est l'industrie. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire pour essayer de susciter l'intérêt au niveau des futurs candidats au bac, mais aussi vous permettre de savoir la panoplie d'applications qu'offrent les techniques nucléaires au niveau industriel. Pour vous permettre cela, je vais prendre quelques exemples qui ne sont pas exhaustifs, mais qui vont vous permettre de savoir exactement ce que permet de faire les technologies nucléaires. Là, le terme sonne depuis ce matin, je pense, et bien avant même. On parle tout le temps de nucléaire, 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 mais c'est rien du tout le nucléaire. C'est une onde électromagnétique, point final. Et si vous êtes des scientifiques, vous avez tous fait des exercices de champ électrique et de champ magnétique. Donc vous êtes passé à plusieurs reprises au niveau des ondes électromagnétiques et par conséquent du nucléaire. Nous sommes là tout juste pour aller dans les détails près, aller à l'aspect microscopique pour vous permettre de savoir que ce que vous étiez en train de voir durant toutes ces années, avant d'avoir le bac, en réalité c'était le nucléaire, mais orienté sous un autre angle. Donc dans le domaine industriel, je vais prendre un premier cas. Le premier cas, c'est quand les ingénieurs en génie civil mettent en place des routes sur des kilomètres et des kilomètres en utilisant tout ce qui est bitume, tout ce qui est goudron, tout ce qui est béton.
Maintenant, vous devez vous poser la question à savoir, mais c'est plusieurs éléments compartimentalisés qui sont réunis sous certaines conditions pour constituer cette route avec une certaine densité. Donc, comment ces ingénieurs en génie civil font pour savoir exactement le mélange adéquat qui va permettre à cette route de résister aux aléas du climat, mais aussi de résister à des excès de poids venant des camions, des gros porteurs, et de rester pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans. Ça, c'est la technique nucléaire qui répond à cette question, et c'est la seule technique. On utilise des trocs solaires, c'est des sources radioactives de catégorie très élevée qui utilisent un certain rayonnement, et ce rayonnement-là, c'est de la lumière qui va interagir avec le matériau pour pouvoir donner des caractéristiques. Et ces caractéristiques vont nous permettre de connaître la densité. Et cette densité, elle est très importante dans la construction des routes, des bâtiments, en utilisant ciment, eau et béton. On a aussi un mélange là-bas. Et pour vous savoir le meilleur mélange par rapport aux conditions climatiques, si vous habitez à côté de la mer, si vous habitez dans une zone plus ou moins désertique, où il y a des agressions dues au vent, vous avez la possibilité de choisir le type de densité par rapport à ce mélange et de construire en fonction, voilà, de votre environnement. Et pour pouvoir évaluer tous ces éléments, toutes ces caractéristiques, vous avez besoin d'utiliser des sources radioactives de différentes catégories pour vous permettre de connaître ces densités-là. Une autre application, c'est de pouvoir voir, par exemple, un pipeline où vous ne pouvez pas voir à l'intérieur et que vous avez besoin d'instruments pour savoir non seulement le volume qu'il y a de matériaux, si ce pipeline doit contenir des hydrocarbures, du fioul lourd, ou bien du gaz, ou bien du pétrole. Vous avez la possibilité de lire ce qui se passe à l'intérieur, quel est le niveau disons, du gaz, du pétrole, sans pour autant aller en hauteur, ouvrir et essayer de regarder le pétrole à quel niveau. Ce que nous faisons à l'Institut, c'est ce qu'on appelle les tests non destructifs. On a un appareil qu'on appelle un spectromètre gamma qui émet un rayonnement, et ce rayonnement peut traverser 1 mètre d'épaisseur de béton facilement. Et ce rayonnement gamma va être disposé sous un certain angle, et de l'autre côté, on va avoir un détecteur. Et le détecteur qui va capter ce rayonnement de l'autre côté va nous donner des informations qui sont très utiles. La première information, c'est la quantité de gaz ou bien de pétrole qui se trouve dans votre pipeline, mais aussi connaître les défauts au niveau de ce pipeline-là. Parce que très souvent, quand les gens construisent des structures de très grande envergure, il y a un problème de stabilité, de densité et de composition au niveau de ces matériaux. Le matériau peut être de l'acier, un mélange d'acier, du béton ou tout simplement de l'agate. Et pour ces différents matériaux, nous utilisons la spectrométrie gamma pour non seulement connaître les défauts et aussi connaître la densité. Le deuxième exemple, c'est toujours dans le domaine pétrole et gaz, dans le domaine hydrocarbures. On peut regarder les plateformes offshore, c'est des plateformes qui font plus de 2000 km au niveau des côtes. Donc vous devez vous demander comment les gens font pour faire l'analyse de 2000 km de tuyaux afin de pouvoir planifier des maintenances et de pouvoir changer certaines proportions de tuyaux sur 2 km, 3 km pour éviter des accidents ou bien de l'explosion au niveau de ces tuyaux dû à la forte pression qui est utilisée pour pouvoir drainer ce fioul lourd. Ça, c'est grâce à des spectromètres gamma qui sont mobiles, qui sont sur des rails et qui font la cartographie des tuyaux afin de détecter des défauts et de connaître la densité au moment où l'industrie est en train de produire. Il n'y a que la spectrométrie gamma
et les autres techniques nucléaires qui permettent d'avoir ces informations pour ces applications. La quatrième application que je vais donner au niveau industriel, c'est les cimenteries. Pour les cimenteries, vous avez une roche métamorphique à la base qu'il faudrait analyser. Et c'est sur la base de la composition et de la densité de cette roche que l'industrie va dire voici la technique que je vais adopter pour pouvoir produire le ciment. Que ça soit 42, 52, R, tout ce que vous voulez comme type de ciment, vous avez besoin de différents types de sources radioactives, en commençant par les césiums, en passant par les jauges de densité, jusqu'à arriver au tritium pour pouvoir envoyer des neutrons et essayer d'avoir avec précision la densité du matériau. Donc c'est pour vous dire que beaucoup d'industries ont toujours utilisé le nucléaire. Ça c'est pour essayer d'avoir des choses qui sont très pointues et d'avoir des informations qui pourront permettre de pouvoir affiner et d'avoir des performances qui sont pointues. Et le deuxième secteur, c'est au niveau environnemental. Au niveau environnemental, il y a la mer à boire. Dans le domaine environnemental, je vais citer deux exemples. Il y a l'économie bleue, il y a la mer d'abord. Nous subissons, pour les gens qui habitent dans les zones côtières, beaucoup d'agressions dues à des vagues transversales ou bien longitudinales. Avec les techniques nucléaires, vous avez la possibilité de mesurer l'énergie des vagues qui arrivent au niveau de nos côtes et de donner des réponses qui sont à la limite à l'énergie négative de ces vagues-là pour casser cette énergie et voir tout juste un lit d'eau qui arrive au niveau de nos côtes sans pour autant, voilà, disons, agresser nos zones côtières. Et pour ce faire, nous utilisons ce que vous voyez au niveau de Mboro, c'est ce qu'on appelle le sable lourd, que ce soit zirconium, ilménite, rutile. C'est ce que nous prenons. Vous pouvez aller à une profondeur en haute mer, vous versez 1 kg de sable, 1 kg. Et nous avons des détecteurs qui peuvent suivre 1 kg de sable en haute mer et cette masse de 1 kg va être drainée par la vague de plus grande énergie. Et à partir de la cartographie de cette traînée, vous avez la possibilité de mettre des poteaux, des tripodes pour casser l'énergie et même aussi mettre des pylônes pour pouvoir casser cette énergie-là et qu'au niveau de nos côtes, qu'on ait des côtes qui sont protégées. Et ça, c'est le rôle de la spectrométrie nucléaire qui permet d'avoir ces informations et de pallier à l'érosion marine. Le deuxième exemple pour la radioactivité, c'est quand quelqu'un utilise des minerais, exploite des minerais, fait ce qu'on appelle de l'exploitation minière à travers des matériaux qui sont solides ou gazeux. Et à partir de cette exploitation, vous avez la possibilité de voir après exploitation. Par exemple, on peut donner le cas du zirconium, l'exploitation, c'est sur plus de 20 ans. Et auparavant, ces zones-là, c'était des zones à caractère agricole. Maintenant, qu'est-ce qui nous dit 20 ans après cette exploitation? Est-ce que le sol qu'on avait à l'origine va rester le même sol? Et la technique nucléaire apporte beaucoup de réponses, beaucoup de solutions à ces questions-là. Vous avez la possibilité de mesurer auparavant la radioactivité naturelle de ce sol, issu de la roche-mère, et après exploitation, de refaire la même chose et de voir s'il y a un enrichissement de la radioactivité. Et tout enrichissement de cette radioactivité montre une pollution, d'accord, qui a été créée due à l'activité. Donc c'est des exemples que je donne comme ça pour vous permettre de savoir que dans le domaine, aussi bien dans le domaine industriel que dans le domaine minier, vous avez beaucoup d'applications des techniques nucléaires. Rien que l'année dernière, il y a eu plus de 400 millions de tonnes de plastique produits dans le monde. Et pour ces 400 millions de tonnes de plastique, il n'y a que 3% qui pourront être, qui sont actuellement recyclés. Et la technique nucléaire apporte beaucoup de solutions par rapport à l'exploitation grâce à des matériaux biosourcés qui sont produits issus de ces plastiques-là.
et ces matériaux sont utilisés même dans le domaine médical. Donc c'est pour ne citer que ces exemples-là, et peut-être dans les questions-réponses, on va revenir sur certains aspects et essayer de donner beaucoup plus d'informations. Voici ce que j'avais préparé pour ce panel. Merci, Madame la Maître. Merci beaucoup, merci Dr Alassane pour cette présentation sur l'utilisation des techniques nucléaires dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de l'industrie, mais également dans le domaine de l'environnement, en utilisant les techniques non destructives. Et ceci, vous nous avez parlé des pipelines, donc au niveau des, par exemple, on peut donner l'exemple de la SAR, et ça, je pense que sera très important pour eux, pour pouvoir vraiment vérifier les défauts qui sont dans les tuyaux, mais aussi les plateformes offshore pour l'exploitation du pétrole. Les cimenteries, ça aussi c'est important, mais aussi dans le domaine de l'environnement. Vous nous avez parlé de l'érosion côtière, mais également de l'exploitation minière. Et là, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Dans le domaine minier, actuellement, ce n'est pas très contrôlé. Et là, je pense que l'ITNA a sa place pour pouvoir, avec l'autorité de radioprotection et de sûreté nucléaire, de pouvoir vraiment surveiller donc cette exploitation au niveau des zones minières. Merci beaucoup, cela montre vraiment l'expertise que vous avez. Donc c'est un collègue du département, mais un pur produit de l'ITNA, mais aussi actuellement il est utilisé comme expert par l'AIA, donc pour aller former d'autres personnes au niveau régional. En tout cas, merci beaucoup. Donc, je donne la parole à notre dernière intervenante, c'est Dr Adi Yaram, qui va nous parler de nucléaire et dans la santé. Et bonjour cher public, moi c'est Adi Yaram, je suis radiophysicienne au Centre national d'oncologie de Touba, au service de radiothérapie. Donc je vais vous parler du nucléaire dans le domaine médical. On sait tous que l'utilisation des techniques nucléaires dans le domaine sanitaire est devenue presque incontournable. Commençant par le diagnostic pour la visualisation des structures internes jusqu'au traitement. Particulièrement pour le cancer, qui est devenu vraiment un fléau. Donc, je vais me focaliser plus sur le traitement du cancer qu'on fait nous à Touba en utilisant les techniques nucléaires, à savoir la radiothérapie. C'est quoi la radiothérapie? La radiothérapie, c'est l'utilisation des rayonnements ionisants pour détruire les cellules cancéreuses, mais aussi épargner les tissus sains, parce qu'on sait tous que quand on envoie un faisceau de rayonnement, il détruit tout sur son passage. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On utilise les faisceaux pour traiter le cancer, mais épargner les tissus sains. On fait de la radiothérapie à visée curative, mais aussi de la radiothérapie à visée palliative, c'est-à-dire accompagner les patients avec les métastases. Qu'est-ce qu'on utilise? On a un appareil qui est appelé accélérateur linéaire de particules, qui est un appareil qui accélère les particules chargées, à savoir les électrons, à une vitesse proche de celle de la lumière, pour produire ce qu'on appelle des photons. Et ces photons-là seront utilisés pour traiter les cellules cancéreuses, en utilisant des méthodes physiques, à savoir tout ce qui est interaction rayonnement avec la matière. Commençant par la structure de l'atome, si par exemple l'énergie n'est pas très élevée, on peut avoir ce qu'on appelle l'effet photoélectrique, la création de paires, aussi l'effet Compton. Mais si l'énergie est très élevée, on peut atteindre le noyau, avoir des créations de triplets, mais aussi des réactions photonucléaires pour produire des neutrons. Donc c'est ça un accélérateur linéaire de particules. Mais pour cela, il faut un personnel qualifié. Qui doit faire cela? Ça, c'est le rôle du radiophysicien. Donc le radiophysicien, c'est un professionnel de la santé et a reçu une formation spécialisée dans les applications des techniques nucléaires dans le domaine de la santé. Donc commençant de la méthodologie de ces rayonnements ionisants-là, parce que les rayonnements, comme j'ai l'habitude de le dire, sont incolores, inodores et sans saveur. On ne les voit pas, on ne peut pas les toucher. Donc on ne peut que les mesurer pour savoir
où ces rayonnements-là vont. De la radiothérapie externe à la radiothérapie interne qu'on appelle la cryothérapie, où on utilise des sources radioactives telles que le cobalt ou bien l'iridium qu'on envoie à l'intérieur des patients pour irradier les cellules cancéreuses. Donc, pour la métrologie, c'est le physicien qui est chargé de réceptionner, d'installer un nouvel équipement, mais aussi de calibrer cet équipement-là. Parce qu'on a tous entendu parler des accidents de la radiothérapie. Le plus célèbre, dont l'accident d'Épinal qui s'est passé en France, dont le physicien avait fait des erreurs sur de calibration. Et ça a conduit à la mort de beaucoup de patients. Donc on a besoin de physiciens pour calibrer ces appareils de traitement-là. De l'imagerie de positionnement. Parce qu'en fait, la tumeur c'est une cible. On ne doit pas la rater. Donc il faut bien positionner le patient pour atteindre la cible, mais aussi épargner les organes qui sont aux alentours. Et quand on parle de rayonnement ionisant, on sait tous que les rayonnements ionisants ont un effet néfaste aussi sur la santé. Donc on a aussi un rôle concernant la radioprotection et la sécurité des patients, du personnel, mais aussi du public. Assurer le contrôle de l'activité des sources de rayonnement là. Parce que par exemple, en utilisant le cobalt, qui a une énergie très élevée, et qu'on envoie sur le patient, donc on a besoin de savoir réellement ce que ce cobalt-là va faire à l'intérieur du patient. Est-ce que le cobalt est retourné à sa place après traitement? Donc, en imagerie aussi, commençant par la radiologie conventionnelle, interventionnelle, en cardiologie, on utilise des rayonnements ionisants aussi pour traiter des anomalies cardiaques. En médecine nucléaire aussi, avec l'aspecticity, le PET-CT, on peut faire de la diagnostic, mais aussi du traitement métabolique, c'est-à-dire de la radiothérapie ciblée. Donc le physicien a aussi son rôle en radiologie, en dosimétrie. Parce que pour le traitement du cancer, on a besoin de faire de la dosimétrie personnalisée. C'est-à-dire pour chaque patient, définir la dose qui est capable de tuer les cellules cancéreuses. Mais toujours, ces deux objectifs qui doivent être alliés, c'est-à-dire tuer les cellules cancéreuses, mais aussi protéger la personne, parce que les rayonnements sont dangereux. Donc tout ça, c'est le rôle du physicien. Mais aussi, le physicien fait de la recherche aussi. Parce que puisque le cancer, c'est un fléau, c'est devenu un fléau, on est obligé de faire de la recherche, de l'épidémiologie pour voir ces cancers-là. Et tout ça aussi, c'est le rôle du physicien, en collaboration avec les autres spécialités, comme les radiothérapeutes, les médecins nucléaristes. Il faut aussi le physicien a aussi un rôle de développer des protocoles. Parce que puisque les rayonnements sont très dangereux, avant de les utiliser, il faut avoir des protocoles bien définis. Qui doit faire quoi et quand est-ce qu'il faut intervenir. Donc tout ça, c'est le rôle du physicien. Et le physicien, c'est un spécialiste du nucléaire qui fait les applications du nucléaire en médecine, particulièrement en radiothérapie et en médecine nucléaire. Donc, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. S'il y a des questions, nous serons très heureux de répondre à ces questions. Pour Dr Agi, donc elle nous a parlé de son rôle en tant que physicienne médicale, mais également du travail. Merci beaucoup, Dr Adi. Elle nous a parlé d'abord de son rôle en tant que physicienne médicale, mais aussi de la relation qu'elle a entre le radiothérapeute, le médecin nucléaire. Donc, c'est elle, vous voyez bien que son rôle est très central, parce que après le diagnostic du cancer, donc les cellules étant déjà délimitées par la radio, donc elle va faire les contours et va permettre vraiment aux médecins radiothérapeutes donc de faire le traitement en utilisant les rayons ionisants. Merci beaucoup. Dans le domaine de la santé aussi, pour formation, je pense que nous avons au niveau de la faculté de médecine des formations de diplômes spécialisés en radiothérapie, formation de diplômes spécialisés en médecine nucléaire
Et je pense que dans l'avenir, ils sont en train de travailler pour la formation pour les la radiopharmacie. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Donc, je m'en vais maintenant donner la parole aux participants qui sont en train de partir pour poser quelques questions. Merci beaucoup. Bonjour. Moi, c'est le professeur Oumar Absotounias, le directeur de l'ITNA, de l'Institut de technologie nucléaire appliquée. Aujourd'hui, nous ne pouvons que remercier le ministère DGS. Nous n'avons pas les mots pour vous dire merci. Parce que le nucléaire était associé à la bombe. Les gens avaient peur de nous, même au niveau de l'université. Et vous avez permis aujourd'hui, à travers ce panel, de voir les différentes applications pacifiques du nucléaire qui a un intérêt crucial pour le développement de ce pays-là. Beaucoup d'analyses, comme ils le disent, se font en un temps record avec les techniques nucléaires maîtrisées avec des équipements que l'AIA a mis en place depuis plusieurs décennies. Aujourd'hui, avec la formation, le besoin en ressources humaines, le ministère s'est engagé à accompagner, sous l'autorité du monsieur le recteur, le professeur Alioune Badara Kandji, l'ITNA pour mettre en place le besoin en ressources humaines de l'ITNA. Parce que les PCR, comme on vous l'a dit, c'est des métiers de l'avenir, c'est beaucoup de métiers qui attendent des compétences. Elles ne sont que 5 à travers ce pays-là, à accompagner la radiothérapie et la médecine nucléaire. Les deux sont là. Il s'agit de docteur qui vient de parler, Yaham, Adi Yaram, et de docteur Khadissi de la médecine nucléaire de l'hôpital de Grand Yoff, qui est là. Et il reste 3 autres, Maguette qui est à Touba, Fama et Latifa. Elles ne sont que 5 au Sénégal. Et sans leur présence, il n'y a pas de diagnostic. Si on parle de radio, c'est elle, c'est physique. C'est ce qu'elle vient de démontrer tout à l'heure. Pour l'industrie, d'ailleurs, là, vraiment, c'est contraignant, il faut qu'on parle à l'autorité. On a une convention avec les mairies de Ngoundiane et de Taïwandiaï. Depuis des décennies, ils sont exploités des carrières sans un suivi, parce qu'il y a les radionucléides naturels qui sont extraits, qui sont en suspension dans l'environnement. Avec la pluie, il y a le transfert au niveau des récoltes, et tout ça, la mairie contrôle. L'ITNA est le bras technique national chargé de pouvoir aider le contrôle dans cette sécurité alimentaire. Donc, vraiment, merci encore, monsieur le ministre, d'avoir associé, d'avoir vu les compétences, le potentiel qu'il y a au niveau de l'INA. Chers jeunes, vous êtes appelés à embrasser ces métiers. On dit qu'au Sénégal, si on finit les enseignements, il n'y a pas de métier. Si, il y a là où on a vraiment besoin de ressources humaines. On a besoin de vos engagements vers la science. La science, c'est la vie. Il faut embrasser la science parce que vous allez découvrir des merveilles. Et il y a beaucoup de choses qui vous attendent et que le pays a besoin de vous pour son développement. Il y a du pétrole, ça, on doit contrôler ce qui se passe là-bas. On doit travailler sur des normes. Il y a beaucoup de choses dont vous êtes appelés à embrasser, à aimer pour nous accompagner. Et on ne compte que cette jeunesse avertie et informée. Donc, encore une fois, monsieur le cher collègue DGS, nous n'avons pas les mots. Dites au ministre que nous sommes là, nous sommes prêts à l'accompagner et ça, c'est le challenge des challenges. Merci, je vous remercie. C'était ma petite contribution. Merci beaucoup. Merci, monsieur le directeur de l'Institut nucléaire de technologie appliquée pour votre contribution. Chers élèves, vous avez entendu le rôle du nucléaire dans le développement socio-économique du pays. Vous avez entendu aussi les différentes formations que vous pouvez embrasser dans le domaine de l'agriculture, de l'industrie, mais dans le domaine de l'environnement, dans le domaine de la santé. Donc là, je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités, vu vraiment le programme du ministère de la Santé pour élargir les centres de diagnostic et de traitement du traitement du cancer dans les pays, au niveau national. Donc, je m'en vais vous donner la parole si vous avez des questions aux panélistes. Merci.
Madame le modérateur, si vous le permettez, nous vous remercions de nous avoir délivré cette leçon majestueuse et magistrale. Donc, on est en train de chevaucher un peu. Si on peut prendre juste 2 questions, après on va vous redonner la parole. Vous aurez peut-être juste 30 secondes par personne pour qu'on clôture le débat. Merci. Géré, merci. Alors, oui, c'est bon, ça, c'est bon, c'est bon. Oui, bonjour, je suis Dr Mahandao. Je suis enseignant-chercheur à l'université Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio. Je suis le chef de département sciences de la matière de l'univers de l'IFR Sciences et Technologies Avancées. Je suis un docteur en physique, expert en nanotechnologie. Et je suis aussi expert en diffusion neutronique, diffusion diffraction neutronique. Et je suis un expert AIA de la pollution marine. On a utilisé les technologies nucléaires pour pouvoir caractériser la pollution en milieu marin, la pollution plastique. Donc, c'est un appel d'abord aux autorités qui sont là. Nous voudrions d'abord féliciter le ministère, particulièrement professeur Thiandoum et tous nos collègues qui sont là, les amis. Vous avez fait une très belle présentation. Il a dit mon ami Hassan et tout le monde, Mme Fatou et tout le monde. Donc là, c'est un plaisir. On a écouté avec intérêt tout ce que vous avez dit, mais le Sénégal est confronté à un problème. C'est un problème d'instruments, de matériel, de technologie pour pouvoir réaliser et atteindre nos objectifs. Le Sénégal n'a plus un problème de ressources humaines. Nous avons un problème de moyens. Heureusement que le ministère est là aujourd'hui. Il y a Prof Thiandoum qui est là, il y a le DGS qui est là aussi. Nous vous lançons un appel à pouvoir élargir IDNA au niveau national. Qu'on n'est plus IDNA, mais qu'on est des centres, des mini-centrales nucléaires qui vont nous permettre de réaliser nos expériences, d'atteindre nos objectifs. Une mini-centrale nucléaire peut être utilisée par n'importe qui, par des biologistes, des physiciens, des matériels scientifiques, tout ce que vous voulez peuvent l'utiliser. Donc, si vous en avez quelques-unes, c'est pas trop cher, des pays en Afrique l'ont réalisé, ça va nous aider à avancer dans nos recherches. Ça, c'était un appel. Donc aussi, je vais aussi lancer un petit pic aux organisateurs. J'ai vu qu'il n'y a que l'IDNA qui est présent au niveau du panel. Il n'y a pas qu'au Sénégal qui font du nucléaire. Donc prochainement, il faudra élargir le panel aux autres universités du Sénégal. Ça, c'était un appel aussi. Ce n'est pas un critique parce qu'on se connaît. Je suis souvent à l'IDNA. Ils me connaissent aussi. C'est des amis. Je voudrais poser une question à Gina, mon ami Gina. Il a parlé du suivi du CGM pour caractériser les sols. Moi, je me pose des questions, parce que ce n'est pas mon domaine du tout. Je connais que Alsan est dedans et avec vous. Mais ça m'étonne, si vous allez vers la Saloum, est-ce que nos sols là-bas, je suis un cultivateur aussi, est-ce que nos sols là-bas sont riches en césium? Est-ce que tous les sols du Sénégal ont du césium? Si vous me dites que vous utilisez le césium pour caractériser si le sol est arable ou pas, si c'est un sol qui n'a pas de césium, vous allez faire quoi? Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, chers collègues, pour votre question. Donc, s'il y a une dernière question, on va prendre 2. Monsieur le MC, laissez-nous peut-être 2 ou 3 minutes pour qu'on puisse terminer. Madame le modérateur, si vous le permettez, voilà. C'était juste pour vous demander, si possible, de limiter le temps de parole des intervenants en 1 minute au maximum. D'accord, on va le faire. Merci beaucoup. Okay. On ne vous entend pas. Bonjour, je voudrais savoir quelle est la durée d'études pour être physicienne médicale et quel établissement au Sénégal offre cette formation. Merci. Merci beaucoup. Une dernière question. Après, on va répondre. 1 minute. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Mohamed Chérif Gueye.
je suis manager QHSE, je suis le président de l'association des professionnels QHSE du Sénégal. J'ai une question pour le docteur. J'ai entendu parler de radiothérapie, mais pas de radiopharmacie. Je voudrais savoir la différence. Parce que j'ai eu la chance de travailler pendant 5 ans à MRS au CARL, Monitoring Radiology Systems. Donc, je sais que les élèves auront besoin de cette explication. Je félicite aussi, monsieur, avec la sécurité alimentaire. Votre plaidoirie doit être entendue par les autorités. Les autres 22 000 doivent être appliqués de façon rigoureuse au Sénégal. Parce qu'on ne peut pas travailler sans la santé et on ne peut pas avoir la santé sans avoir contrôlé ce que nous mangeons. Merci. Merci beaucoup. Donc, je donne la... Ok, merci. Merci, docteur Mahandao. Hein? Il y a une question. Allez-y. Bonjour à tout le monde. Monsieur Samba Gueye, professeur de sciences physiques au lycée moderne de Rufisque. Je vous félicite de votre brillant exposé. Nous avons écouté avec intérêt l'exposé de tout un chacun, très important et très enrichissant. Nous avons quand même une question à Madame, je ne connais plus le nom, mais qui a exposé sur l'application des réactions nucléaires en médecine. En envoyant, voilà, si je m'abuse, c'est le 16e, à une cellule cancéreuse, alors il y a forcément transfert d'énergie pour la destruction de cette cellule. Maintenant, s'il s'agit du 16e, est-ce que c'est un 16e naturel ou artificiel? Si c'est artificiel, comment se fait la préparation? En plus, la durée de vie du 16e, est-ce qu'elle est courte ou... Parce que nous savons que voilà, si la durée de vie est très importante, voilà, ça risque de faire pas mal de dégâts également. Je vous remercie. Merci beaucoup. On va s'arrêter là pour les questions et donner la parole aux panélistes. Donc, Adi. Pour votre question, monsieur, je vais commencer par la deuxième question. D'abord, le césium s'était utilisé avant en radiothérapie, mais avec une durée de vie très longue de 30 ans, le césium n'est plus utilisé. Donc, même le cobalt maintenant n'est plus utilisé. Le cobalt a une durée de vie de 5 ans, mais ce n'est plus utilisé. Maintenant, c'est l'ère des accélérateurs linéaires de particules. C'est des électrons qu'on accélère. Quand ils percutent une cible, ils vont produire des photons. Et ce sont les photons-là qu'on va envoyer au niveau des cellules cancéreuses pour les tuer. Effectivement, ils vont déposer de l'énergie parce que c'est la dose. Et c'est quoi la dose? La dose, c'est l'énergie déposée par unité de matière. Donc, c'est ça qui nous permet de tuer les cellules cancéreuses. J'espère que j'ai répondu à votre question. Pour la fille qui a demandé pour la physique médicale, malheureusement, pour l'instant, ça n'existe pas au Sénégal, la formation clinique, mais comme professeur Fatou l'a dit, c'est dans les, y a un master, je pense, interuniversitaire pour former des physiciens médicaux. Mais le master de physique médicale ne permet pas de devenir clinicien dans les hôpitaux. Il faut encore 2 ans. Donc, pour avoir la formation de physique médicale, soit avoir le master de physique médicale, ou un master équivalent, ou bien un doctorat, pour pouvoir faire 2 ans pour devenir clinicien. Nous, on a été formés au Centre international de physique théorique à Trieste, en Italie, et mes autres collègues sont formés au Saclay, à Paris-Saclay. Donc, pour l'instant, il y a un master interuniversitaire. Vous pouvez vous rapprocher de professeur Fatouka. Elle va vous donner les informations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. D'accord. Pour Digmond, après, je vais répondre à Maha pour sa question. Mon ami Dr Mahandao pour la question concernant le CM137. Je vais répondre tout simplement que le CM137 est un radionucléaire artificiel qui a été produit lors des accidents nucléaires d'Hiroshima et Nagasaki. Et il s'est dispersé dans le monde. Et des études ont montré que le CM137 se fixe sur les particules riches du sol. Donc, par exemple, si on parle d'érosion hydrique, si l'eau coule là, il remporte les particules riches du sol. Dans ce cas, il va rapporter en plus la quantité. Dans ce cas-là, on va trouver la quantité du CM137.
Donc, pourquoi on a étudié le réseau en utilisant le CU137 comme traceur, que le CU137 se fixe sur les particules riches du sol. C'est pourquoi on a fait ça. Merci. Merci beaucoup. Merci, merci, chers panélistes. Merci. Je vais répondre à Maha pour son plaidoyer pour les équipements au niveau national. Je pense que vous avez le programme du ministère qui est en cours. Mais aussi pourquoi l'ITNA, pourquoi le panel est constitué que des membres de l'ITNA, parce qu'on a fait focus sur l'ITNA. Donc c'est ça. C'est pour cela qu'on a vraiment invité les membres de l'ITNA pour faire ce panel. Mais bon, je pense que pour les autres panels, on verra, nous allons vraiment inviter d'autres experts. En tout cas, merci beaucoup, merci pour tout le monde. Merci aussi pour les participants. Je pense qu'au sortir de ce panel, maintenant vous n'aurez plus peur du nucléaire. Vous voyez bien que ce n'est pas la bombe. Au Sénégal, on ne fait pas de bombe, mais aussi c'est des applications pour le développement socio-économique dans tous les domaines que les panélistes viennent de vous exposer. En tout cas, merci, monsieur le MC, et désolé pour mais pourquoi vous m'appelez MC? Depuis tout à l'heure, vous m'appelez MC, hein? Merci, oui, monsieur. Je crois qu'il oui, donc c'est mieux. Merci, merci beaucoup. Donc je vous remercie. Merci, et on remercie vraiment le ministère pour avoir organisé ce panel et surtout son engagement à prendre en compte le nucléaire. C'est à nous de vous remercier, professeur, pour ce panel que vous avez pu organiser. Brillamment, vous avez essayé de rendre digeste le nucléaire et l'ensemble de ses applications. Nous vous remercions. Je crois que le public a beaucoup appris et il y a beaucoup de choses qui ont été intéressantes. Et nous vous remercions vraiment d'avoir répondu présent et d'avoir animé un panel de haut niveau. Je crois qu'ils méritent des applaudissements pour rejoindre leur place. Alors, nous allons inviter sur le présidium le deuxième panel.